Bonsoir, bonsoir Linda Kebab. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, policière et déléguée nationale du syndicat SGP-FO Police. Vous avez écrit Gardienne de la paix et de la révolte aux éditions Stock. On le voit apparaître, votre livre à l'écran. On va y revenir assez longuement. Mais pour commencer, on va s'arrêter sur les faits de ces dernières heures. Une attaque d'un commissariat à Champigny-sur-Marne par au moins 40 personnes. Beaucoup disent ces dernières heures qu'un cap a encore été franchi, que c'est la preuve que la situation s'aggrave en ce moment. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, ou est-ce que vous dites, en fait, à chaque fois, on reprend conscience d'une situation qui, en réalité, existe déjà et depuis longtemps? C'est la surenchère verbale que de dire que on a passé un cap. Le cap, on l'a franchi depuis longtemps, depuis qu'il y a ce sentiment d'impunité, depuis qu'il y a des attaques sauvages. Je tiens à rappeler que 2 de nos collègues de la PJ du 95 ont été sauvagement agressés il y a quelques jours. Pour l'un d'entre eux, il y a toujours un pronostic réservé de la part des médecins. Enfin, ça, c'est le quotidien de beaucoup de policiers. C'est le quotidien qu'on dénonce régulièrement. C'est le quotidien qu'on a démontré et montré aux Français le temps du confinement, quand régulièrement, quotidiennement, parce que le trafic de stupes notamment était mis à mal durant cette période, une partie de la délinquance, de la criminalité de ces quartiers s'en prenait aux forces de l'ordre, sans aucun sentiment finalement, un peu de compassion vis-à-vis des femmes et des hommes qui portent un uniforme. Depuis ce matin, certains parlent même de scène de guerre, certains responsables politiques, ou d'une paix civile qui pourrait être menacée. Vous iriez jusque-là aujourd'hui? Oui, il y a une paix civile qui est menacée, clairement, mais il faut savoir ce que l'on veut en fait en réalité. Est-ce que l'on souhaite vraiment crever l'abcès et apporter quelque chose de nouveau dans ces quartiers dits populaires? Moi, je dirais tout simplement pauvres et on demande finalement de vie en sécurité, ou est-ce qu'on continue à faire ce qu'on fait depuis de nombreuses années, à savoir acheter de la paix sociale? Il y a quelques jours, je crois que ça a été révélé dans la presse, il y a eu un appel à la guerre qui a été lancé notamment à Bron, c'est dans le département du Rhône, où après une affaire, une prise de lutte contre le trafic de stupes, les mêmes trafiquants sur les murs ont lancé un appel à la guerre contre le maire de la commune, contre sa police municipale, contre la police nationale. Mais pourquoi vous parlez d'acheter de la paix sociale? Qui achète de la paix sociale? Écoutez, quand depuis des années on appelle à l'aide et que l'on dit la seule institution qui est présente dans les quartiers, parce qu'on a coupé les budgets, parce qu'on a décidé de faire une politique de l'autruche, la seule institution qui est présente dans ces quartiers qui ne sont pas perdus, c'est pas des territoires perdus de la République, ce sont des territoires qui sont abandonnés dans la République. Et la seule institution qui est présente, c'est la police. Les seuls qui continuent à y aller, ce sont les policiers. Les élus ont abandonné ces terrains-là? Bien sûr, les seules fois où on peut les voir, et nous on le voit sur le terrain, c'est pendant les campagnes électorales, quand on va déverser de l'argent, des associations. Moi, personnellement, en tant que policière, j'ai travaillé de nombreuses années sur le Val-de-Marne et on avait des personnes qui, sous couvert de la municipalité, commettaient des actes graves, trafiquaient du stup avec un sentiment d'impunité effroyable. Effroyable, j'ai pas d'autre mot, avec des menaces qui étaient régulièrement lancées à l'encontre des habitants qui demandaient à vivre en paix. Donc oui, il y a une paix sociale qui est achetée. Mais vous ne voulez pas parler de zone de non-droit? Je ne veux pas parler de nos zones de non-droit parce que je pense que ce serait un échec, ce serait un appel au désespoir au final de dire à nos concitoyens, à l'ensemble des populations qui y vivent, que vous êtes bannis de la société, que vous êtes mis au rebut et que vous n'êtes pas considérés comme des citoyens. C'est la porte ouverte, si j'en parle dans le livre, à ces territoires qu'on abandonne, qu'on dit de non-droit, et donc du coup qu'on abandonne aux idéologues, à des personnes qui attisent la haine contre les institutions. Alors, et notamment les policiers. Vous avez parlé de surenchère verbale il y a quelques instants. Qui est responsable de la surenchère verbale? Est-ce que le débat récent depuis la rentrée sur les termes d'ensauvagement a participé à cette surenchère verbale? C'est ce que vous pointez du doigt? Retirons Twitter, retirons les mots des ministres aux 20h et parlons juste des politiques qui sont définies à l'attention de l'ensemble des missions régaliennes. Qu'il s'agisse des policiers, des magistrats, de l'éducation nationale, de la pénitentiaire, etc. Qu'est-ce que finalement à voir la surenchère verbale qu'il peut y avoir entre des ministres, les débats de sémantique, etc. On peut revenir dessus et j'y apporterai mon regard personnel en tant que policière et experte du terrain. Allons-y alors. Écoutez, quand on nous parle d'ensauvagement de la société, donc l'un qui maintient, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, et puis le ministre de la Justice qui rejette l'expression, en fait, qu'est-ce qu'ils illustrent à l'égard des auxiliaires de justice que nous sommes, nous les policiers, c'est que si les ministres ne sont pas d'accord sur le diagnostic, comment peut-on espérer qu'ils soient d'accord sur la solution à apporter? Justice et police doivent travailler de concert. Pour le moment, c'est pas le message qui nous est lancé, et c'est un peu désespérant parce que il faut que les téléspectateurs comprennent que quand en haut ça ne fonctionne pas, sur le terrain ça fonctionne encore moins. On va certainement le comprendre encore au fil de cette interview, puisque c'est largement ce que vous dénoncez, pointez du doigt dans votre livre. Ce quartier de Champigny-sur-Marne qui a été attaqué, c'est un quartier de reconquête classé zone de reconquête républicaine. Tout ça, ça ne sert plus à rien aujourd'hui?
On est obligé de garder espoir. En réalité, on n'a pas de moyens. Ce commissariat, il est dans une zone qui est bien particulière. Alors, il y a eu des images, mais Champigny-sur-Marne, c'est pas la première fois qu'il y a des attaques. Il y a quelques années, un 31 décembre, on se souvient de cette policière qui avait été tabassée, lynchée par des dizaines de personnes, sans scrupules. Elle a échappé finalement à la mort parce que peut-être que son instinct a fait qu'elle a pu se mettre en boule et puis ne pas être tuée. Champigny-sur-Marne, c'est une commune. J'ai travaillé dans le Val-de-Marne, donc je connais très bien. C'est sur un district qui est relativement difficile. C'est un commissariat qui est situé au milieu des cités, avec des habitants, je vous rassure, qui nous disent, et d'ailleurs on l'a vu sur le 13h de TF1 aujourd'hui, avec des habitants qui réclament la police, qui disent on veut plus de policiers, on veut pouvoir vivre en paix. Et puis malheureusement, notre quotidien, c'est ça. Alors aujourd'hui, c'est illustré parce qu'on a des images sur Snapchat. On a fait passer le message aussi aux médias que vous êtes. Mais il faut prendre en compte que c'est le quotidien là sur Champigny, sur d'autres communes à l'échelle de la France. Et puis c'est aussi le quotidien de beaucoup de personnes. Ce commissariat ou d'autres commissariats comme celui-ci sont-ils abandonnés aujourd'hui ? Oui, il y a un véritable abandon. Il y a un véritable abandon. De moyens, de personnel, d'argent, de reconnaissance, de quoi ? De moyens, de lignes politiques, de soutien, de protection fonctionnelle. Nous, ce qu'on demande, c'est du véritable soutien, mais qu'il y ait un soutien qui soit de concert. Regardez, depuis 3 jours, on est en train de parler de ce que subissent les forces de l'ordre. Soyons honnêtes, soyons transparents. C'est aussi ce à quoi appelle mon livre. Moi, je donne à nu. C'est aussi difficile de révéler une partie de sa vie privée, et c'est ce que je fais dans ce livre. Pourquoi ? C'est juste pour révéler comment est-ce que nous, policiers, nous sommes humains avant tout. Nous ne sommes pas un bloc monolithique. Et comment est-ce que nous attendons du soutien de l'ensemble de la chaîne, mais qu'elle soit politique, médiatique, opinion publique et associative, et également la justice. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est une protection fonctionnelle de notre employeur qui soit vraiment effective, et on veut un véritable soutien de l'ensemble des acteurs publics, et de faire en sorte que ce qui nous arrive cette semaine, à savoir le drame qu'ont vécu nos collègues de la PJ du 95, j'ai pas d'autres mots à cet instant. De Herblay, les 2 policiers qui sont tirés dessus par leurs propres armes, parce qu'ils sont dans un corps à corps, et que dans un corps à corps, quand vous êtes 2 contre 3, à un moment, il y a de grandes chances que le 3 prenne le dessus sur le 2, mais que vous ne pouvez pas faire usage de votre arme, parce que la justice ne retiendra pas la légitime défense, vu que vous êtes dans un corps à corps. Et donc, il faudrait laisser la possibilité de répondre. Il faudrait nous donner les moyens, finalement, de nous défendre, peut-être de l'armement intermédiaire encore plus présent, mais aussi et surtout dans ce cas-là qui paraît tellement improbable et pas prévisible puisqu'il s'agissait d'une mission anodine, c'est de donner une réponse pénale qui soit ferme. On ne sombre pas, je pense, et avec toute la franchise qui est la mienne, on ne sombre pas dans une délinquance qui consiste à attaquer ouvertement des policiers en étant un primo-délinquant. Je pense que quand on a sombré dans la délinquance, on n'est pas dans un débat populiste ou extrémiste de dire qu'il y a un code pénal qui a été rédigé par le législateur. La représentation du peuple a estimé que pour chaque acte, il y avait une peine de prison. Sauf qu'aujourd'hui, ces peines de prison ne sont pas prononcées parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de réponse pénale, il y a la récidive, et tout au bout de cette chaîne, il y a des policiers. Donc vous dites, pour qualifier les choses clairement, la justice est trop laxiste aujourd'hui ? Elle est trop laxiste. Je laisse aux journalistes spécialistes de la justice de faire leur diagnostic. Est-ce que c'est le manque de places de prison ? Est-ce que c'est la conviction de certains juges? Et je peux entendre ce discours qui disent que, écoutez, la prison est un incubateur à récidive, donc du coup, on n'a pas envie de prononcer des peines de prison, ce qui est un échec pour l'ensemble de la société et du pays. Et puis, il y a évidemment une partie de la magistrature qui estime que la prison ne doit pas être une réponse pénale et qui sont des décisions qui sont autres, un petit peu plus idéologiques. Quand on associe tout ça ensemble, finalement, on se retrouve avec un véritable échec. Je veux bannir l'idée que l'on puisse être désigné comme étant extrémiste, de dire que respecter le code pénal, c'est quelque chose que chacun d'entre nous doit attendre. Est-ce qu'il faudrait même renforcer, c'est-à-dire au-delà de l'application, le respect du code pénal existant, il faudrait renforcer les peines, notamment quand on s'en prend aux forces de l'ordre. Vous demandez à réviser tout ça même On a demandé à travers notre organisation syndicale à ce qu'il y ait une révision des peines dès lors qu'elles sont dirigées vers les forces de l'ordre, vers toutes les représentations des missions régaliennes. On avait même demandé à ce que ce soit une juridiction à part qui s'occupe des affaires de policiers, puisque c'est plus simple finalement de juger des affaires qui concernent des policiers quand on ne fait que ça, plutôt que de juger des affaires entre 2 infractions en correctionnel, avec souvent des réponses qui sont insuffisantes parce que justement, je vous disais, les juges sont débordés. Ce qu'on demande aussi, c'est que tout simplement, dès lors que des policiers sont attaqués, le ministre de la Justice, qui certes doit respecter l'indépendance de la justice, le garde des Sceaux, puisse avoir un message fort à l'attention des magistrats en disant que la mise en danger des policiers, c'est la mise en danger des sociétés. Et l'ensemble de la chaîne qui travaille à mettre en protection, à protéger la société, doit d'abord commencer par ceux qui sont garants de la paix, c'est-à-dire les gardiens de la paix. Alors, et les policiers. Sur la réponse pénale, on a eu des annonces depuis cette rentrée, une hausse du budget de la justice de 8%, des recrutements pour une justice plus rapide. Tout ça, c'est rien pour vous? Ou c'est OK, merci
merci, mais ça nous en renvoie dans quelques années, c'est pas... C'est tout à fait ça. Là, on parle de projet de loi de financement pour 2021. Ensuite, il y a la mise en place. Ensuite, il y a les restructurations. Ensuite, il y a peut-être des constructions. L'État lui-même, aujourd'hui, reconnaît qu'il n'a plus pas les moyens parce que des communes refusent les constructions d'établissements pénitentiaires. Il y a également le positionnement des magistrats. Il y a un conflit ouvert aujourd'hui entre une partie de la magistrature et leur ministre. Donc, comment est-ce que vous pouvez espérer avoir une politique pénale qui soit digne de ce qu'on peut en attendre? Aujourd'hui, il y a des conflits politiques qui finalement jouent sur la sécurité de chacun d'entre nous. Les premiers à prendre des coups, ce sont les policiers, quoi qu'il en soit, qu'il s'agisse de la curée médiatique, du tribunal populaire des réseaux sociaux, de la classe politique, ou en tout cas d'une partie d'entre elles, qui enveniment encore plus la situation, qui nous traitent de barbares, qui nous traitent de tous les noms et qui donnent finalement caution aux actes qui sont commis contre les forces de l'ordre, et puis une partie de la classe politique aux autorités également. On a évoqué la réponse pénale, je retourne sur le terrain maintenant, des moyens, on reprend Champigny-sur-Marne par exemple. Que faut-il faire sur le terrain? Au-delà de renforcer les moyens du commissariat, est-ce qu'il faut un plan Marshall de la police, plus de police municipale, plus de police nationale, mais aussi municipale? Il y a plus, mais il y a mieux surtout. Et c'est surtout ça le problème. Il y a aujourd'hui une politique qui est mise en œuvre par l'actuel gouvernement, qui est le continuum de sécurité, c'est-à-dire un continuum de sécurité entre les polices nationales, municipales, sécurité privée, etc. Bon, je l'entends, même si on peut déplorer finalement que les missions régaliennes, qui ont vocation à accorder une certaine équité sur les questions de sécurité à l'ensemble de la population, puissent être un peu mises à mal. Ceci dit, il y a un rapport qui a été très bien rédigé de la part de certains parlementaires, en l'occurrence M. Fauvergue, et qui fait des propositions fermes sur la façon dont l'État doit déléguer certaines missions aux polices municipales, à la sécurité privée dès lors que ça n'est pas sur la voie publique, pour pouvoir décharger la police nationale de certaines missions et finalement occuper plus facilement le terrain. Il y a un véritable problème de police dite de proximité. Je ne parle pas d'une police angélique, mais je parle d'une véritable police de proximité dans les quartiers, comme on en aurait besoin aujourd'hui à Champigny. Il y a aussi une véritable politique de société et pénale sur la légalisation ou pas du cannabis, sur la prise en charge finalement du trafic de stupes en France, et encore et toujours sur cette réponse pénale qui est absolument absente. Je m'arrête encore sur les faits. Gérald Darmanin a bien sûr réagi. Il ne s'est pas encore rendu sur le terrain, mais il annonce qu'il va le faire très prochainement. Il a communiqué sur Twitter. Il dit: les petits caïds n'impressionnent personne et ne décourageront pas notre travail de lutte contre les stupéfiants. Heureusement, aucun blessé dans l'agression visant le commissariat. Soutien à nos policiers. En effet, est-ce qu'après une attaque à 40 personnes, ça n'impressionne personne, un tel acte? Est-ce qu'en effet, ça ne décourage pas la lutte contre les stupéfiants? Je veux bien revoir le tweet et je vais vous faire une parfaite démonstration. On va le remontrer. Les petits caïds n'impressionnent personne. Je vais vous le dire honnêtement, les petits caïds, ils impressionnent les habitants des quartiers populaires qui se taisent, qui n'osent pas parler, qui n'osent pas se plaindre, qui n'osent pas rentrer dans leur hall d'immeuble parce qu'à 16h30, quand vous rentrez de l'école avec vos enfants, eh ben vous avez des caïds qui font du trafic de stupes et qui vous empêchent de rentrer chez vous. Évidemment qu'ils ne nous décourageront pas. Et il faut saluer le courage des policiers. Il faut leur apporter un soutien, mais sans condition aux forces de l'ordre qui sont là. C'est pas ce que fait Gérald Darmanin? Mais sur Twitter. Mais il va aller sur le terrain. On veut des faits, nous, on veut une véritable protection fonctionnelle. On veut que quand il y a des blessés parmi les forces de l'ordre, qu'ils soient totalement pris en charge. On veut qu'il y ait un véritable accord entre les différentes institutions qui sont le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Je ne remets pas en question sa bonne volonté. Il a que 2 mois à la rigueur. On peut au moins lui accorder ce bénéfice du doute. Mais aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il y a des populations qui sont en demande de policiers, qui sont en demande de fin de trafic de stupes dans les quartiers. Et de l'autre côté, on a des policiers courageux à qui on doit accorder un soutien sans faille. Gageons que dans quelques jours, dans quelques semaines, si jamais un policier devait fauter, la curée médiatique se relèverait encore et pousserait finalement les amalgames et les stigmatisations contre les forces de l'ordre. Il y a un ministre de l'Intérieur qui ne cesse de répéter qu'il est sans faille derrière les policiers. Alors il est très actif sur le terrain, sur Twitter, médiatiquement, et il ne cesse de répéter qu'il est derrière la police. Mais c'est une très bonne chose. Vous savez, il y a quelques mois, on a souffert d'avoir un ministre qui ne savait pas être devant les hommes pour les guider et derrière pour les soutenir. Les policiers en ont énormément souffert. On a vu les cris de révolte de la part des policiers, on a vu les menottes qui ont été jetées par terre, on a vu la contestation qui est née dans les rangs de la police et qu'on a essayé de représenter publiquement auprès du ministre à l'époque, de l'administration, mais également sur vos plateaux télé. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que le ministre reste ferme, bien sûr, mais pas seulement sur Twitter, pas seulement sur les propos, pas seulement devant les caméras. On veut une véritable fermeté sur le terrain. On veut que les collègues soient soutenus. On veut qu'il n'y ait pas de remise en question de leur légitimité. On veut finalement qu'il y ait un véritable travail d'éducation sur la société. On veut faire en sorte que l'ensemble des acteurs publics aident à dire que oui, les policiers sont les garants de la paix, et qu'on n'oublie pas seulement que on doit être là en fait pour assurer la protection de chacun des habitants, bien sûr, mais de l'autre côté, on attend d'un ministre de manière générale qu'il puisse dire aux policiers:
faites votre travail, je vous soutiendrai. Et est-ce que vous attendez de lui qu'il règle une question de précarité des policiers? Je pose cette question parce que dans les choses que vous dévoilez dans votre livre, vous expliquez que vous avez dormi 3 mois dans votre voiture quand vous avez pris vos fonctions à Créteil. Est-ce qu'il y a une précarité des policiers? Dans quel état c'est actuellement et que demandez-vous? Mais je vais même additionner à ça ce qu'on lit sur les soignants ces dernières heures. Une grande enquête a montré que 57% des soignants se disent en situation de burn-out, 40% d'entre eux envisagent de changer de métier. Il n'y a pas une crise telle que le coronavirus que vous avez à traverser en ce moment dans vos fonctions, mais la police en est là, les policiers que vous êtes, vous en êtes là. Une crise du service public, une crise du service que l'on doit à l'ensemble des Français, une situation contre laquelle on n'arrive pas, une crise du service public et une crise du service, oui, que l'on doit à l'ensemble des Français, une crise qu'on ne parvient pas à surmonter parce qu'elle est l'échec de plusieurs années de coupes budgétaires, de réorientation des budgets, de difficultés de chacun d'entre nous qui n'ont pas été prises en compte. C'est aujourd'hui le mépris, l'insolence politique nous éclate à la figure. Moi, j'ai dormi 3 mois dans ma voiture quand je suis arrivée à Créteil et cette chose, à part une collègue qui était au courant, personne ne le sait. Il y a beaucoup de mes collègues qui l'apprennent même à Créteil même. Je l'ai vécu et je le vis pas comme un drame. Mais ça a été aussi un élément fondateur de mon engagement dans le syndicalisme où je suis arrivée dans une région que je ne connaissais pas, et dans laquelle il a fallu que je me débrouille, alors que mon employeur assurait que la dignité, on ne doit jamais se défaire de notre dignité, c'est notre code de déontologie qui le dit. Cette dignité, elle commence déjà par avoir un toit. Quand pendant 3 mois, vous dormez dans votre voiture, que vous venez d'arriver, vous êtes un jeune policier, vous vous demandez où est-ce qu'elle est votre dignité. Moi, à ce moment-là, elle était sous les pneus de ma voiture, mais chaque jour, pendant 8 heures, 9, 10, 11 heures par jour, il fallait que je reste digne. C'est aussi ce discours-là que j'essaie de faire passer, de dire que plutôt que de pointer du doigt les policiers, plutôt que de pointer les conséquences, les choses, les drames qu'on peut vivre aujourd'hui dans la police, regardons aussi les causes. Il y a une véritable précarité dans la police, il y a une précarité chez les soignants, il y a une précarité même chez les acteurs de la justice. Pourquoi? C'est encore une question de budget, c'est une question de ligne politique, c'est ce que je vous dis. Mettons de côté les discours, regardons les faits. Moi, j'invite les journalistes finalement à aller enquêter au cœur du service public et de se rendre compte de la façon dont les agents sont traités. On va revenir à la question du traitement, de la délinquance et des faits actuels. Donc, c'est le trafic de drogue qui revient beaucoup au cœur de tout cela. Et le gouvernement lui-même en fait plutôt une priorité. On a encore vu un déplacement du Premier ministre Jean Castex à Toulouse qui annonce 111 renforts de policiers avec pour priorité de lutter contre le trafic de drogue. Gérald Darmanin est beaucoup intervenu pour dire que sa priorité c'était de viser notamment les consommateurs. On a vu des syndicalistes ou des policiers en dehors des caméras souvent dire que c'était beaucoup une politique du chiffre. Et je m'arrête là-dessus parce que dans votre livre, encore une fois, vous avez la dent dure là-dessus. Vous dites paperasserie et politique du chiffre sont donc aujourd'hui les 2 mamelles du système qui régit la police. Et vous dites cette stratégie incompréhensible a un effet contraire, pervers et dramatique, la souffrance au travail. Donc, est-ce que là, on est dans une politique du chiffre menée par le gouvernement dans la lutte contre les stupéfiants? Première question. Est-ce que c'est le cas? C'est une politique du chiffre, ça, pour vous? Oui, c'est une politique du chiffre. Alors, dans 2 jours, le ministre propose de décliner finalement sa prochaine ligne politique. Il l'avait définie comme étant celle du chiffre, en tout cas celle de l'annonce de chiffres hebdomadaires ou mensuels à l'attention des journalistes. On attend de voir ce qu'il a à nous dire mardi. S'il nous fait des annonces qui sont acceptables, je serai la première à leur rendre honneur. On attend de voir si finalement on ne va pas tomber dans les travers que l'on a connus il y a une dizaine d'années sous une autre présidence. La politique du chiffre, c'est une catastrophe. Elle conduit à un burn-out physique et à un bore-out psychologique. Elle est aussi une des raisons pour lesquelles les policiers n'y croient plus. Quand vous rentrez dans la police pour combattre en faveur de la veuve et de l'orphelin et qu'on vous dit d'aller faire du petit trafic de stupes, de la petite barrette, du crâne, du bâton, de remplir des tableaux Excel et qu'en réalité, dans le fond, on ne combat pas finalement le fléau qu'on est supposé combattre. Oui, évidemment. Comment on fait pour combattre ce fléau? On remet en avant finalement la qualité du travail des fonctionnaires de police. Je vais vous donner un truc tout bête, c'est qu'on sera beaucoup plus reconnaissant pour 20 interpellations de porteurs de barrettes de shit parce que ça fera 20 affaires élucidées et souvent en flagrant délit puisque de toute manière l'auteur est interpellé immédiatement que de mettre à l'honneur des semaines, des mois d'une commission rogatoire qui aura vocation à démanteler un réseau avec 2, 3 pontes. Et puis là, du coup, on a moins de cases à remplir. Donc, on ne regardera pas finalement les répercussions positives qu'il peut y avoir sur un quartier. On se rendra compte juste que le tableur Excel n'est pas assez rempli. Et donc, ça, c'est plus problématique pour eux. Alors, la grande question aussi du moment, c'est de savoir s'il faut légaliser le cannabis pour assécher le marché, mais pas seulement. Je vais vous faire écouter ce qu'a dit sur ce plateau, ici même, l'ancienne directrice centrale de la police judiciaire. Pour elle, il faut en effet examiner cette solution. Regardez.
faut peut-être l'examiner. Et c'est moi qui vous le dis, et j'ai été pendant 7 ans à la brigade des stupéfiants et du proxénétisme. Je commence, moi aussi, devant la tâche qui me semble être énorme, si vous voulez, à savoir s'il ne faudrait pas peut-être effectivement engager une réflexion là-dessus. Ancienne patronne de la PJ qui dit qu'il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Il faut se poser la question. Moi, j'ai pas à donner d'avis personnel. Je vais être très honnête avec vous, j'en ai pas particulièrement parce qu'on est forcément pris entre deux camps. Entre celui de la dépénalisation dite de fait, comme l'ont dit certains parlementaires lors de la remise d'un rapport il y a deux ans, où on s'est rendu compte que la majorité des personnes interpellées pour stupes, notamment pour détention de stupes, pas forcément conso, mais au moins détention, non pas trafic, mais au moins détention, se retrouvent avec un rappel à la loi, avec un cumul de rappels à la loi, ce qui crée une dépénalisation de fait. C'est-à-dire que le cannabis, enfin en tout cas le stupéfiant, dit les drogues douces sont logiquement interdites, mais quand on regarde les condamnations qui sont faites, au final la moitié se retrouve avec des rappels à la loi, une autre partie avec du sursis ou des injonctions thérapeutiques, et finalement dans les faits on a une espèce de dépénalisation. Donc ça invite évidemment au débat qui, je pense, ne regarde que la représentation du peuple, en l'occurrence l'hémicycle parlementaire. Moi, en tant que policière, je suis auxiliaire de justice, donc comme l'ensemble de mes collègues, je ne fais qu'appliquer ce que la loi nous demande d'appliquer, d'une part. Mais en effet, il faut ouvrir le débat parce que c'est un véritable tonneau de Danaïde contre lequel on se bat, nous, policiers. Tous les jours, on lutte contre le trafic de stupes, mais on se rend compte en réalité qu'on est en train de vider un océan avec une cuillère. On le voit très bien aujourd'hui. Si finalement, c'est pas tant que ça la guerre dans les quartiers, même s'il y en a une qui est à notre attention. Mais comme le disent beaucoup de trafiquants de stupes, nous disent, si vous mettez fin au trafic de stupes, si on n'a plus la drogue comme fonds de commerce, on va augmenter les braquages, les vols à l'arraché, ce sera d'autres actes criminels. Et donc je pense qu'il y a une véritable crainte là-dessus. Comme d'un côté on ne sait pas leur soumettre une réponse pénale ferme, les bannir de la société et mettre en sécurité l'ensemble de la population française de ces personnes-là, eh ben on les laisse faire. Comment est-ce que vous appelez ça? Moi j'appelle ça de la paix sociale. Enfin je pense que de paix en réalité ça n'a que deux mots. C'est je pense finalement une hypocrisie sociale. Alors il y a beaucoup de recherches de solutions, de propositions en ce moment bien sûr. Et il y a Éric Dupond-Moretti, jeudi matin, ministre de la Justice, qui a évoqué une solution militaire pour répondre à la problématique des mineurs et des jeunes majeurs délinquants. Il veut travailler avec les ministres des Armées. Bonne piste, mauvaise piste, travailler main dans la main avec l'armée pour ces jeunes et ces moins jeunes d'ailleurs. Oui, aussi ça peut les rappeler qu'ils sont aussi citoyens à part entière. Je pense que j'ai cru comprendre de la part du garde du Sceau, c'était ça. C'était une espèce, non pas de retour de service militaire, mais en tout cas d'implication dans la vie de la cité. On ne peut que applaudir. Vous savez, moi je suis une enfant d'immigrés algériens. Je me sens française à part entière, sans pour autant rejeter l'histoire de ma famille. Je pense qu'il faut apprendre aussi à ces jeunes, parce qu'il y en a certains qu'on peut encore sortir des quartiers et dire, voilà, tu n'es pas condamné à l'errance, tu n'es pas condamné à la criminalité. À un moment, tu peux en sortir, devenir acteur de la cité. Mais surtout, je pense que le message important, et je sais de quoi je parle, je viens de Vaux-en-Velin, c'est une ville qui connaît beaucoup de difficultés, c'est de dire que tu n'as pas à haïr l'endroit où tu es né. Mais vous allez plus loin en fait, à vous lire, et vous me direz si j'ai tort. On a l'impression que vous dites que il n'y a pas d'explication à chercher ni d'excuses, surtout pas d'excuses, ou encore pire pour vous, j'ai l'impression, de victimisation, ou même la question de la ghettoisation. Je précise mon propos. Vous écrivez, vous parlez de votre enfance, de votre père éboueur, de votre mère qui était mère au foyer, très active dans une association d'aide, vos frères, l'immeuble de Vaux-en-Velin. Vous avez vécu les émeutes à l'époque à la suite du décès du passager d'un scooter qui a été percuté par la police, et vous dites que vos parents vous font comprendre que la pauvreté n'oblige pas à la délinquance. Ils n'ont pas besoin de grandes phrases, dites-vous, leur comportement est un enseignement et se suffit à lui-même. Vous n'aimez pas l'excuse, l'explication à la délinquance ? C'est une insulte aux personnes les plus pauvres que de dire que la délinquance doit être justifiée par la pauvreté. Il n'y a pas de valeur morale en fonction de sa classe sociale. Il y a des délinquants et des criminels dans les classes sociales, enfin les CSP+, il y a des criminels et des délinquants vers les populations les plus pauvres. Alors bien sûr qu'on est plus facilement emmené vers la délinquance quand on est dans un quartier populaire, que des parents sont dépassés ou parfois démissionnaires. Et que du coup, contre un billet, on vous propose par exemple de surveiller un trafic de stupes ou de commettre des menus larcins. Ça, je l'entends. Mais c'est vraiment une insulte en réalité à l'attention de ces quartiers populaires que de dire de toute façon vous êtes condamnés à sombrer dans la délinquance et la criminalité. Ça n'est pas une excuse. Et au contraire, je pense que de dire que dans ces quartiers plus qu'ailleurs, il faut instaurer le respect de la légitimité, de l'État, de l'ordre, de la paix, c'est au contraire lutter contre les populismes et les extrémismes. C'est faux de croire que les sujets de sécurité doivent être des sujets qui doivent être finalement laissés seulement à une partie de la classe politique. C'est la question de tous.
Aujourd'hui, je critique beaucoup une partie de la pensée dite publique, des intellectuels, et je le dis ouvertement dans le livre. Je dis, moi, j'ai la chance d'être une enfant des années 80 où le service public était très présent. J'ai connu la bibliothèque municipale avec des classes qui n'étaient pas surchargées, avec des professeurs qui n'étaient pas embrigadés par des idées militantes un peu dangereuses, je trouve. Et je parle aussi notamment du community organizing qui se trouve notamment jusque dans les écoles. Et je parle finalement de la liberté de penser qu'on nous a accordée dans les années 80 dans les quartiers populaires où on nous a dit vous n'êtes pas condamné parce que vous êtes fils d'immigrés, parce que vous êtes pauvre, parce que vous habitez dans un quartier qui est mal desservi par les transports. Non, en réalité, sortez de tout ça et contribuez finalement à rendre la société meilleure. Le message, il est tout simple en réalité, c'est de dire donnons à ces gamins la possibilité d'être de véritables Français sans les victimiser, sans leur accorder la moindre excuse pour les actes de délinquance, et donnons aussi aux parents, une fois qu'on a fait le diagnostic de l'abandon, de la démission de certains d'entre eux, la possibilité de dire que l'État reprend en main là où il y a des déficiences. Est-ce que l'institution police pousse à bout les policiers? En 2019, selon un décompte de la police nationale, il y a eu 59 policiers qui se sont suicidés. Dans votre livre, pour parler de ce sujet hypersensible, vous parlez du stress, vous parlez de l'exposition à la colère, à la pauvreté, à la mort, à la violence, vous parlez de la menace toujours plus forte contre les policiers et même leurs familles désormais. Mais vous dites aussi, page 183, tous ces éléments pèsent sur nos épaules, ce sont des facteurs externes qui ont une grande importance, mais le pire, ce sont les facteurs internes au fonctionnement même de notre institution. Vous parlez d'omerta, d'une police gangrénée par l'injustice, de l'hypocrisie de la hiérarchie, d'un système dégradant et inique. D'où ma question. Est-ce que l'un des plus gros problèmes de la police aujourd'hui, selon vous, c'est la police elle-même? C'est la police et son fonctionnement. Il y a la police et il y a les policiers. Il y a les policiers qui sont dévoués et il y a une institution, il y a une agression systémique à l'attention des agents. Avec une, je suis désolée du mot, une espèce de couardise hiérarchique aussi, qui ferme les yeux sur les difficultés des uns, sur les problèmes relationnels, sur les problèmes de management, sur la politique du chiffre qu'on fait peser sur les épaules de ceux qui se trouvent le plus en bas, les gardiens de la paix, les officiers, un peu au-dessus les commissaires. Il y a évidemment une hypocrisie. Il y a aussi un fonctionnement qui pousse en réalité à apporter plus de chiffres et moins de qualité dans le travail. Vous savez, quand vous rentrez dans la police, pour la plupart des policiers, vous rentrez avec plein d'idéaux. C'est celui d'apporter de la paix dans la société dans laquelle vous êtes né. C'est de pacifier finalement les rues, c'est de les rendre plus sûres. Et au final, on vous dit oubliez tout ça. Oubliez tout ça, répondez juste à des lignes politiques qui changent tous les 5 ans, tous les 2 ou 3 ans éventuellement en fonction des sondages IFOP. Et puis, oubliez votre mission première et finalement, on se retrouve avec un burn-out physique et un bore-out psychologique des policiers qui ont le sentiment de ne servir à rien. Et quand vous ne servez à rien, quand le soir, alors que vous êtes engagé avec plein d'idéaux dans votre métier, vous avez fait 10 heures de travail et que vous rentrez chez vous et que vous dites « je n'ai servi à rien, mon officier m'a dénigré, mes chiffres ne sont pas suffisants, on a préféré que j'oriente mon enquête de cette façon alors que j'ai l'intime conviction qu'il fallait que je l'oriente d'une autre manière », quand vous avez des populations qui pleurent parce qu'on a des mères de famille qui pleurent et qui nous disent « où êtes-vous, on a besoin de vous », et des fois vous sombrez jusqu'à l'acte dramatique. Il nous reste 1 minute, Linda Kebab, un tout petit peu plus, mais c'est peu. 2 questions encore. Vous pointez du doigt l'instrumentalisation politique de la police. Donc je voudrais savoir, pardonnez-moi, on a peu de temps, mais de quelle instrumentalisation vous parlez? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a une volonté, vous en parlez dans votre livre, vous le dites même avec ces mots, de faire passer la police pour le bras armé du gouvernement? Je vous cite là, avec ces mots. Et quelles sont les politiques que vous pointez du doigt? Bien sûr, et c'est effroyable. Et on l'a vu, ça nous a éclaté à la figure au moment du mouvement des Gilets jaunes. Où il s'agissait. Moi, je ne rentre pas sur l'aspect revendicatif des Gilets jaunes, mais je parle juste de l'aspect social, en fait, ou sociétal de la question. C'est-à-dire qu'au début, les Gilets jaunes a demandé une réponse sociale et économique qu'ils n'ont pas eu. Il y a eu un silence total de la classe politique, et les seuls qu'on a envoyés, ce sont les policiers, que progressivement, on a fait passer pour, non pas le bras armé de l'État, c'est-à-dire la force légitime du peuple, on l'a fait passer pour le bras armé du gouvernement. C'est-à-dire que nous, politiques, nous ne voulons pas parler aux Français. Alors, dans ces cas-là, nous envoyons les forces de l'ordre qui, face aux vieux actes de violence, face au feu, face aux destructions dont on a tous été témoins, ont été obligés de rétablir l'ordre public. Et en rétablissant l'ordre public, on est passé pour le bras armé d'un gouvernement. Mais en réalité, on passe pour le bras armé de Macron, comme on a été celui de Hollande avant, et puis celui de Sarkozy avant, et puis celui de Chirac. Je pense qu'il y a aussi une remise en question constante de la légitimité d'un choix démocratique. Nous n'avons, en tant que policiers, une obligation, c'est celle de la neutralité, de répondre aux ordres parce qu'on doit les estimer comme étant légitimes. En termes de remise en question, c'est peut-être ce qu'on voit moins dans votre livre. Est-ce que vous reconnaissez des dérapages, des problèmes au sein de la police?
Bien sûr, mais enfin, et qui se serait même concrétisé lors des Gilets jaunes. On ne va pas rouvrir le débat maintenant. Mais vous êtes largement exprimé sur le sujet. Je le dis ouvertement dans mon livre. Il n'y a pas de système humain qui soit parfait. L'humain étant imparfait, ces systèmes sont forcément imparfaits. Il y a des médecins qui violent. Il y a des professeurs qui poussent des élèves à la dépression, qui eux-mêmes se suicident. C'est documenté dans les EHPAD des infirmières qui maltraitent, poussant à la mort certains des pensionnaires. Et puis il y a des policiers aussi qui peuvent déraper. La remise en question, elle n'est pas dans l'individu, elle est dans l'institution. Quand on utilise l'expression violence policière, puisqu'on parlait de sémantique politique, on s'approprie une sémantique politique d'extrême gauche qui délégitime à l'État la possibilité de faire usage de la force dite légitime. Et quand on utilise l'expression violence policière lorsqu'il y a un acte, un fait individuel, eh ben, la volonté c'est quoi? C'est de décrédibiliser l'ensemble d'une institution. Et on se retrouve, je suis désolée, vous allez me dire que le raccourci est facile, mais on se retrouve avec des actes comme on en a vu cette semaine parce que finalement la haine est si forte, la conviction chez certains de faire bien en s'attaquant aux forces de l'ordre, parce que quand vous les interrogez, ils vous disent, moi je me suis attaqué aux forces de l'ordre parce que c'est des barbares, parce que c'est des racistes, parce que c'est des violents. Ils ne voient plus l'humain qu'il y a derrière. Mais il y a pas de syndicaliste, Linda Kebab, pardonnez-moi, en tant que syndicaliste qui dénonce omerta et hypocrisie au sein de la police, est-ce que parfois vous avez lutté contre cette hypocrisie et cette omerta concernant des faits liés à des policiers qui auraient commis des erreurs? Est-ce qu'il vous arrive d'en dénoncer? Bien sûr qu'on en dénonce en interne. Moi, je pars du principe que mon travail de syndicaliste, c'est pas le travail d'un avocat peu scrupuleux et qui ne regarde que le portefeuille de ses clients. On a un devoir moral, c'est-à-dire de dénoncer les choses quand elles doivent être dénoncées et surtout de ne pas représenter des choses qui remettent à mal et en question l'intégrité de notre uniforme. Il y a des policiers qui sont pas faits pour être policiers et qui n'ont rien à faire dans l'institution policière. Et à ce moment-là, il y a deux entités qui doivent entrer en jeu, l'entité administrative, c'est-à-dire la hiérarchie, et l'entité judiciaire. Le souci, c'est que des fois, l'entité administrative elle-même lève le tapis et met la poussière en dessous pour la refermer parce qu'il n'y a pas assez d'effectifs, parce qu'il n'y a plus de vocation, ou en tout cas suffisamment profonde pour maintenir les policiers sur du long terme, sur des secteurs qui sont difficiles. Et puis aussi, on n'attaque pas les causes, en fait. On est tout le temps en train d'attaquer les conséquences, la radicalisation de certains actes de policiers. Mais vous savez, quand on est une communauté, je ne suis pas sociologue, j'arrive pas à utiliser d'autres mots, mais quand on attaque constamment un groupe, et on peut faire un parallèle et une démonstration avec d'autres groupes. Mais quand on attaque constamment un groupe, de toutes parts, qu'on lui fait peser sur ses épaules l'ensemble de l'alpha et l'oméga du mal français, au bout d'un moment, vous avez un repli communautaire et une radicalisation de ce groupe. Moi, mon travail, c'est aussi de lutter contre ce repli, cette radicalisation, de tenter de prendre un peu de recul, là où les policiers ne peuvent pas le faire. Parce que quand vous êtes sur le terrain, vous êtes la tête dans le guidon, vous avez la conviction que tous ceux à qui vous avez affaire sont forcément vos ennemis. Et nous, notre travail, c'est aussi celui de l'institution, c'est de rappeler aux policiers qu'ils sont les gardiens de la paix et leur rendre un petit peu de leur dignité. Moi, c'est un appel à l'aide, ce livre. C'est juste de dire à l'institution policière, rendez-nous notre dignité. Et c'est ce que vous direz demain avec votre syndicat sur le terrain, parce que je crois que vous appelez à des rassemblements suite aux événements de Champigny et Herblay, c'est ça? C'est ça, oui. Et donc, pourquoi? Qu'allez-vous demander? Crier peut-être dans la rue? Comment ça va se manifester? Alors notre syndicat appelle à des rassemblements devant les commissariats. C'est aussi faire un appel à l'aide auprès de la population. On appelle les concitoyens à venir auprès des commissariats. Il y a des modalités qui sont données sur les réseaux sociaux. On appelle aussi les autres organisations syndicales parce que c'est pas une question syndicale, c'est une question policière. Et d'aller tous ensemble devant les commissariats, devant les services, d'appeler à nos concitoyens à nous soutenir sans mais, sans oui mais, sans retenue et d'apporter du respect à ces agents qui toute l'année, 365 jours par an, payent parfois de leur vie et engagent leur intégrité physique. Quand vous et moi, nous sommes assis au chaud, avec une belle lumière, à l'abri de tout, nous pouvons le faire. Pourquoi? Parce que mes collègues à cette heure-ci sont à l'extérieur et ils assurent la sécurité de chacun d'entre nous, et ils assurent notamment aux journalistes la liberté de parler sans craindre pour leur vie, la liberté aux intellectuels de parler sans craindre pour leur vie. Nous, ce que nous faisons, c'est appeler aussi demain les concitoyens devant les commissariats avec nos collègues et de dire non, nous voulons que les gardiens de la paix soient préservés par l'ensemble de l'institution, par l'ensemble des politiques, par l'ensemble de l'État que nous servons. Donc rendez-vous demain sur le terrain. J'ai une toute dernière question pour vous. Est-ce que vous allez vous lancer en politique? La question vous a déjà été posée. Vous dites, je vous ai lu, la politique, ça me donne envie. Allez-vous vous lancer en politique et pourquoi faire? De quel côté allez-vous vous tourner? On m'a régulièrement démarché depuis ces 2 dernières années. J'ai toujours... pas de nom sur les ondes, comme on dit dans la police. Mais j'ai toujours décliné. J'ai vraiment à cœur de me plonger pleinement dans les questions de sécurité intérieure parce que probablement, c'est mon histoire familiale qui me fait dire ça, c'est que le pays de mes parents a connu 10 ans d'une guerre civile dans les années 90 où il n'y avait plus de sécurité, où il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus de liberté. C'est une citation apocryphe que de répéter l'idée selon laquelle renoncer à un peu de liberté pour la sécurité fait que nous ne méritons ni l'un ni l'autre. Non, sans sécurité, il n'y a pas de liberté. Si vous n'avez pas de sentiment de sécurité, vos libertés individuelles passent à la trappe. Donc j'ai très à cœur de travailler aux questions de sécurité dans mon pays,
en tant que policière, comme l'ensemble de mes collègues. Je fonde un think tank avec différents protagonistes. Je les cite dans mon livre également, parce qu'il y a tout à faire sur les questions de sécurité intérieure. Je pense aujourd'hui, moi je suis une orpheline politique, hein, comme beaucoup de mes collègues d'ailleurs, je suis une véritable orpheline politique, je ne crois plus dans les discours politiques, et être finalement quelqu'un qui se contentera d'appuyer sur le bouton qu'on lui demandera sur lequel on lui demandera d'appuyer à l'Assemblée nationale, ça ne m'intéresse pas. Je vous remercie beaucoup Linda Kebab d'avoir été notre invitée ce soir dans toute franchise, votre livre Gardienne de la paix et de la révolte chez Stock. Je vous souhaite une bonne soirée et donc on vous verra certainement demain sur le terrain pour ces manifestations. Bonne soirée à vous. Merci à vous. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.